Salut Gauthier. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Alors tu nous offres une belle pièce de journaliste d'investigation sur Off Investigation. Justement, tu as enquêté sur les dessous peu ragoûtants de BFM TV, première chaîne d'info de France, dans une belle enquête en 3 parties, accessible aux abonnés de Off Investigation et qui évoque de nombreux points de crispation, voire de violation déontologique, de violation des règles déontologiques de la profession. Je voudrais qu'on commence par ce qui fait l'actualité, le traitement médiatique des violences policières et dans le cas qui nous concerne, des crimes policiers. On rappelle qu'au départ, les gros médias, notamment BFM TV, avaient épousé la version policière dans l'affaire Naël. Et pour te lancer, je voudrais te faire regarder un extrait d'une conversation entre l'éditorialiste Alain Duhamel et la chroniqueuse et ancienne ministre Roselyne Bachelot. En réalité, on le sait bien, un policier dans un cas comme ça, il improvise totalement à toute vitesse. C'est pour ça que le terme, je cite le terme de l'avocat de sang-froid. Oui, non, je pense que c'est pas ça. Ça se passe en accéléré sans avoir exactement conscience du risque qui est pris par tout le monde, par celui qui est tué et aussi par celui qui tire. Et dans ces cas-là, le fait qu'il y ait une réglementation précise, je pense pas qu'ils se fassent un résumé et qu'ils essayent de se rappeler la réglementation. C'est une histoire, c'est une affaire de réflexe. Alors il faut espérer que les réflexes soient justement proportionnés, mais il n'y a pas de bonne réponse là. Regardons, Gauthier, un deuxième extrait durant lequel l'avocat de la famille de Naël s'irrite face à un journaliste qui travaille manifestement à imposer un narratif relativiste. Remettre, ou qu'il tenait à disposition de la justice l'ensemble des vidéos qui sont tournées par les caméras municipales. Oui, non, c'est très bien. De toute façon, il y aura une enquête. Mais comme je vous dis, en fait, on n'est pas l'enquête qui est ouverte. C'est pas une enquête sur des délits routiers. Il y a la mort d'un homme de 17 ans, un jeune homme de 17 ans qui a été abattu ce matin de sang-froid. Donc nous, on va pas s'intéresser à ce qui s'est passé 15 minutes avant. Ce qui est important, et d'ailleurs les policiers, lorsqu'ils justifient leur tir, ils disent qu'ils ont été mis en danger à un moment précis, juste avant le tir. Donc l'enquête va s'intéresser à ce moment précis. Le reste, vu la gravité des faits pour lesquels je vous parle aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ce qui s'est passé un quart d'heure avant, 10 minutes avant, 5 minutes avant, intéresse peu l'enquête. Mais pendant le contrôle aussi, ils sont témoins de ce qui s'est dit, de l'échange qu'il y a eu avec les policiers aussi. Vraiment, je vous réponds vraiment avec grand plaisir. Je vais devoir interrompre. Je ne vous parle pas, moi, de ce qui s'est passé 5 minutes avant. Je vous parle d'un homme qui a été abattu de sang-froid. Oui, nous avons une vidéo qui montre un policier l'abattre de sang-froid. Ensuite, si vous voulez faire une émission pour savoir ce qu'il a fait la veille, ce qu'il a mangé le matin, c'est votre choix. C'est pas le mien. Moi, je vous parle d'un décès d'un jeune homme abattu de sang-froid alors qu'il avait 17 ans, qu'il a manifestement commis un refus d'obtempérer. La loi ne permet pas à un policier de tuer un jeune homme pour un refus d'obtempérer. Il y a une infraction pénale avec une peine qui est prévue, mais on n'a pas le droit de tuer pour un refus d'obtempérer. Dernière question. Une question sur la suite. Vous présentez la famille de la victime. Est-ce que vous appelez au calme ce soir dans le cadre de risque d'éventuel débordement? Est-ce que la famille appelle au calme? Alors moi je ne suis qu'avocat, donc je ne suis pas là pour appeler au calme ou quoi que ce soit, dans la mesure où la famille n'a lancé aucun appel à commettre des actes répréhensibles ou à des émeutes ou quoi que ce soit. Alors Gauthier, en quoi ces deux extraits sont-ils symptomatiques des rapports entre la ligne éditoriale de BFM TV, si on peut dire, et les violences policières? En fait, si tu veux, là, on est face à un cas d'école et à un exemple un peu éclatant de ce qu'on a décrit un peu dans notre enquête sur le tropisme policier, en fait, qui règne à BFM. Parfois, on enquête sur des sujets et l'actualité vient nous donner un exemple éclatant de ce qu'on raconte. Donc voilà, Olivier Truchot, donc le présentateur de BFM, qui cuisine un peu cet avocat en disant, voilà, il y a quand même eu un refus d'obtempérer, etc., etc. Et après, l'anguille sous roche. Voilà, quand même, voilà, etc. Donc en fait là, on est dans l'exemple parfait, si tu veux, de cette accointance, en fait, si tu veux, avec les sources policières qu'on décrit dans l'enquête. En fait, ce qu'on décrit un peu dans l'enquête, en fait, c'est, enfin, les témoignages en tout cas qu'on a, c'est que si tu veux, en fait, il y a une vraie dépendance envers les sources policières à BFM TV. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas froisser les sources policières parce qu'en fait, la police est une source d'information pour les journalistes, pour des procès-verbaux, pour des comptes rendus d'audition, etc. Donc en fait, il y a une peur en fait à BFM de se dire, faut pas trop qu'on froisse la police pour éviter qu'ils aillent chez CNews ou chez LCI pour donner des informations un peu à scoop. Et BFM TV n'échappe pas à ça. BFM TV, comme
toutes les chaînes d'infos en continu n'échappent pas à ça. Je rappelle un peu la chronologie, parce qu'on parle de Naël, qui a été abattu par les forces de l'ordre mardi, hier. Je rappelle un peu la chronologie. En fait, on a l'information le matin par le Parisien. Donc en fait, voilà, cette source policière qui dit que Naël a foncé sur les forces de l'ordre, etc. Et on va voir dans la matinée, très rapidement, je crois, après l'article du Parisien, peut-être une heure après, Cécile Olivier de BFM TV, qui est chef du service police-justice de BFM TV, qui va reprendre stricto sensu, si tu veux, l'information policière. Une information qui s'est révélée être faux parce que, manque de bol, il y avait une vidéo. Et donc en fait, on voit que l'absence totale de recul envers les sources policières qui est assez frappant. C'est-à-dire que, en fait, il y a une info policière qui sort du Parisien, etc. Ben, on va reprendre stricto sensu l'information. Voilà. Donc, c'est en fait, si tu veux. Après, dans la journée, face à la vidéo, Cécile Olivier a pris un peu des distances, puisqu'elle était un peu obligée face aux millions de vues de la vidéo. Mais en fait, on voit bien qu'en fait, le premier réflexe, si tu veux, c'est le premier réflexe, parce qu'en fait, ils sont dans un environnement policier, en fait. Et ce premier réflexe, c'est de croire tout de suite les sources policières. Donc, les sources policières, ça peut être le ministère de l'Intérieur, la place Beauvau, ça peut aussi être le syndicat de police Alliance, qui est à plusieurs égards problématique. Bah en fait, ce qui fait un peu le sel de l'enquête là qu'on a fait pour investigation. En fait, c'est qu'on a pas mal de témoignages internes en fait dans la boîte, dans BFM. C'est pas une boîte qui parle beaucoup, BFM TV. En tout cas, tous les témoignages qu'on a eu, on avait pas mal de témoignages. Tous les témoignages qu'on a eu, en fait, si tu veux, on traduit d'un sentiment de peur de parler. Tout le monde a requis l'anonymat, donc tu vois, il y a quelque chose d'assez une omerta assez forte. Mais si tu veux, voilà, on a quand même des témoignages un peu intéressants. Donc, si tu veux, par exemple, des témoignages de journalistes de différents services de BFM qui nous racontent, par exemple, que Marc-Olivier Fogel, le directeur général de BFM TV, enfin des petites anecdotes comme ça, mais si tu veux, a régulièrement Gérald Darmanin au téléphone, le ministre de l'Intérieur, pour un peu tout et n'importe quoi. Donc, si tu veux, il y a une source qui nous raconte que Darmanin est en déplacement, Marc-Olivier Fogel est au téléphone, et dans l'open space de la rédaction, dit bah tiens, tu veux une équipe pour couvrir ton déplacement à Albi, à Montauban, à machin, etc. Donc, si tu veux, on voit la proximité en fait assez fine avec une source policière, mais là c'est le premier flic de France, hein, donc voilà, donc on voit cette accointance entre Darmanin et Marc-Olivier Fogel. Marc-Olivier Fogel qui est très proche on en reparlera peut-être, mais des réseaux de Sarkozy, de Michel Marchand, etc. Donc en fait il est proche de Darmanin parce que Darmanin est un sarkozyste. Donc voilà, il y a des réseaux qui sont un peu liés. Et ce que je dis, c'est qu'en fait cette proximité-là, elle se manifeste, si tu veux, dans les éléments qu'on a, donc ces témoignages, ils sont corroborés en fait au visionnage qu'on a fait de BFM TV, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque mouvement social, etc., on a les éléments de langage de Darmanin en bandeau de BFM très rapidement à l'antenne. Donc en fait, et il y a des témoignages qui nous disent que, si tu veux, Darmanin et Fogel, en journée de mobilisation pour la réforme des retraites, etc., ils sont en direct quasiment au téléphone pour redonner les éléments de langage. Il y a Darmanin, il y a Alliance aussi, le syndicat. Il y a Alliance, ouais, c'est ça, t'en parles. Moi, en fait, je parle de Darmanin dans l'enquête, je parle aussi du coup de Dominique Rizet, qui est un peu la tête de pont police-justice de BFM TV, qui est consultant chez BFM TV, qui s'était fait connaître beaucoup pour les gens qui connaissent, fait entrer l'accusé, il intervenait régulièrement. Et en fait, Dominique Rizet, si tu veux, début mai, il me semble, Libération révélait que Dominique Rizet animait bénévolement le congrès d'Alliance Police à Tremblay en France. Voilà. Donc moi, donc, bien sûr, quand on est consultant police-justice dans un grand média et qu'on anime bénévolement un congrès d'un syndicat de police très très ancré à droite, voire à l'extrême droite, qui disait devant l'Assemblée nationale que le problème de la police c'était la justice, etc. Donc on est quand même face à une police quand même assez dure. Quand on voit en fait que Dominique Rizet propose ses services bénévolement pour Alliance Police, etc. Pareil, on est toujours sur cette accointance entre les sources policières et BFM TV. Moi, quand j'ai contacté Dominique Rizet par téléphone, il m'a répondu que voilà, qu'il en avait marre de ces procès d'intention, etc. De cette police de la presse qui en gros l'embêtait sur ses liens avec Alliance. Mais je pense que c'est quand même intéressant de souligner ce lien avec Alliance et BFM TV. Voilà. Moi, quand je contacte Marc-Olivier Fogel sur ce lien qu'entretient Dominique Rizet avec Alliance Police, j'ai senti Fogel un petit peu gêné. En tout cas, il avait dit à Libération qu'il n'approuvait pas l'initiative, mais en tout cas, il est toujours à BFM TV. Donc voilà. Alors, tu évoques beaucoup justement la manière de diriger de Marc-Olivier Fogel, qui d'ailleurs est entré dans une colère noire selon tes sources suite à la publication de ton enquête. Oui, ça a fait un peu des remous à BFM TV. En fait,
Marc-Olivier Fogel, pour la profession, c'est quand même un monstre médiatique. Hein. Il a animé pendant longtemps une émission sur France 3, après sur RTL, dont On refait le monde, etc. Donc là, il est directeur général de l'une des plus grandes chaînes d'infos, enfin la plus grande chaîne d'infos en termes d'audience de France. Donc en fait, c'est quand même un monstre un peu. Et il a pas l'habitude de se faire un petit peu, en tout cas, bouger par des médias d'investigation qui pourraient investiguer sur son management, etc. Donc en fait, on a eu du coup des retours que voilà, Fogiel cherche un peu qui a parlé à Off Investigation, voilà, si tu veux. Donc il y a un petit climat, voilà, un climat. Et en fait, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, dans un volet de la série, on explique un peu le management de Fogiel, qui est assez brutal et assez autocratique. Ouais, et on y reviendra, mais en tout cas, Marc-Olivier Fogiel, il était précédé par sa réputation avant son arrivée à BFM TV. C'est ce qui transpire un peu de son personnage dans les Guignols de l'info à l'époque. On regarde un extrait de sketch. Voilà, je suis donc avec Marc-Olivier Fogiel. Marc, vous avez interviewé le père de Jordi, vous ne l'avez pas laissé s'exprimer, vous l'avez humilié, et du coup, il a fait un malaise en sortant de votre émission. Eh ben tant mieux. Maintenant, il a qu'à sortir un disque dur d'être un papa, ça va cartonner. Alors, Gauthier, est-ce que tu peux nous décrire le système Marc-Olivier Fogiel, tel qu'il t'a été donné de le rencontrer, entre guillemets, lors de ton enquête? Oui, alors en fait, si tu veux, voilà, ce qu'on disait, c'est qu'on a recueilli pas mal de témoignages qui nous racontent un peu comment ça se passe un petit peu à l'intérieur de la machine BFM, parce qu'en fait, on voit beaucoup le traitement médiatique du mouvement des Gilets jaunes, etc., etc. En fait, on voit beaucoup la façade BFM, mais on voit pas trop ce qui se passe derrière, en fait, si tu veux. Et donc, en fait, c'est intéressant d'analyser un peu le management de Fogiel. En fait, Fogiel, il arrive dans des conditions assez particulières en 2019. Peut-être qu'on y reviendra sur les conditions d'arrivée de Fogiel à BFM TV. Donc il arrive en 2019. Et en 2019, ce que nous disent un peu nos sources, c'est qu'il met un an et demi à tâter un peu le terrain, à regarder, à observer, etc. Donc pendant un an et demi, Fogiel, il est un peu en retrait, etc. Il regarde un peu comment ça fonctionne, etc. Et peu à peu, en fait, il va prendre la main à BFM TV, et il va vraiment mener son management de manière, on nous dit en tout cas, de manière assez solitaire, et assez brutal, en fait. Il y a des journalistes de BFM qui nous racontent en fait que il va tenir étroitement sa chaîne un peu à la manière de Vincent Bolloré, quoi. Donc ça va quand même loin. Donc c'est-à-dire qu'en fait on nous raconte un petit peu comment ça se passe. Donc en fait il arrive le matin à BFM TV et son numéro 2, maintenant Philippe Corbet, mais à l'époque était Céline Pigalle, qui est maintenant partie à France 3. France Bleu, pardon. Oui, France Bleu. Donc ils arrivaient le matin et il y avait 3 sujets à marteler dans la journée pour tous les services. Et les services étaient sommés de faire des sujets sur cette thématique que Marc-Olivier Fogel, enfin en tout cas que l'état-major de Marc-Olivier Fogel décidait. Donc voilà, donc il y a 3 sujets à marteler à la journée. Et là, sa présence, en fait, elle est aussi partout, notamment sur les recrutements. On nous dit que, en fait, Marc-Olivier Fogel, qui est directeur général quand même de la chaîne, il a son mot à dire sur le moindre CDD qui rentre à BFM TV. C'était pas le cas d'Hervé Bérou à l'époque, qui était directeur général de la chaîne. Il choisissait pas les CDD, quoi. Donc voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que son système repose sur l'ultra-contrôle, voire sur le micro-management? Je parle notamment de la gestion des caméras, des frais de reportage, des petits trucs comme ça qui font, dont les directeurs généraux ne s'intéressent, qui ne sont pas coordonnés en général par les directeurs généraux. Oui, c'est ça. En fait, si tu veux, en fait, quand on a son mot à dire sur le moindre CDD qui intègre BFM TV, etc., c'est quand même, oui, du coup, un contrôle quand même assez. En fait, il tient sa chaîne, quoi. Et ce qui est intéressant dans l'enquête, dans la série d'enquêtes qu'on fait, c'est que on a mis la main sur un enregistrement d'une réunion au moment d'une réunion entre le service reportage de BFM TV et la direction de BFM TV. Donc Marc-Olivier Fogel, Céline Pigalle, et le service reportage a quelques griefs à adresser à Marc-Olivier Fogel, et on voit que c'est lui qui décide, quoi. C'est-à-dire que le service reportage dit nous on aimerait être envoyé en Ukraine, on aimerait incarner la chaîne en Ukraine, etc. Fogel répond, mais de manière très verticale, en disant c'est moi qui décide les visages que je mets à l'antenne, c'est pas un tel, c'est moi qui décide, point barre. Si vous n'êtes pas content, vous partez à TF1, à LCI, etc. Donc dans cette réunion là qu'on retranscrit bien dans la première enquête, dans la premier papier de la série qu'on fait sur Fogel, en fait on voit bien le management solitaire et vertical de Fogel. Donc c'est moi qui décide, voilà. Et ça, si tu veux, ce management brutal, un peu solitaire de Marc-Olivier Fogel, ça, si tu veux, ça renforce un climat d'intranquillité, en tout cas à BFM TV, quoi. Est-ce que cette gouvernance verticale, au fond, ne sert-elle pas un dessein politique au service de la Macronie, tout simplement? En fait, moi, ce que je raconte en fait dans l'enquête, c'est que son arrivée en 2019, elle est pas anodine. En fait, l'arrivée de Marc-Olivier Fogel, c'est l'avril 2019. Là, on est encore
en plein mouvement des Gilets jaunes, même si on n'est pas dans l'acmé du mouvement des Gilets jaunes, avril, voilà, c'est un peu le printemps. Et si tu veux, en fait, et ça c'est d'une bonne source qu'on a, qui était un ex-conseiller élyséen, qui nous dit qu'en fait, BFM TV est dans le viseur d'Alexis Kohler et d'Emmanuel Macron au moment du mouvement des Gilets jaunes, parce qu'accusé d'en faire trop sur les violences, parce qu'en fait, c'est des pics d'audience pour BFM TV, donc BFM TV en fait beaucoup sur le mouvement. Et en fait, si tu veux, ce conseiller élyséen nous dit, pour Alexis Kohler et Emmanuel Macron, ça c'est pas acceptable. Et si tu veux, en fait, BFM TV qui est tenu par Patrick Drahi, qui est patron d'SFR, d'Altis, qui était un proche de Manuel Valls, mais qui finalement s'est rangé du côté d'Emmanuel Macron en 2017, notamment. Il avait appelé à voter pour lui en 2017, et son banquier d'affaires, Bernard Mourad, je pense qu'on en parlera, s'est mis au service d'Emmanuel Macron en 2017. À ce moment-là, Patrick Drahi a envie d'envoyer un signal positif, si tu veux, à Emmanuel Macron. Donc en fait, il va aller chercher à RTL Marc-Olivier Fogiel, mais c'est pas n'importe qui Marc-Olivier Fogiel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on explique un peu, c'est que Fogiel est proche de Brigitte Macron, et qu'en fait, qui est un proche des Macron depuis quelques temps, avant de rentrer à Bercy, avant que Emmanuel Macron rentre à Bercy en 2014, Fogiel avait proposé à Emmanuel Macron d'intégrer son émission On refait le monde sur RTL. Donc, il y a un lien quand même assez fort. Donc en fait, si tu veux, cette arrivée en 2019, c'est pour un peu calmer les esprits et dire qu'envoyer un signal positif au pouvoir. Voilà, c'est ça exactement. Et donc il y a les liens sont forts entre Marc-Olivier Fogiel et les Macron, en particulier Brigitte Macron, et il passe par une femme d'influence sulfureuse, Michel Marchand. Mais c'est qui Michel Marchand, et comment elle intervient dans la relation entre Emmanuel et Brigitte Macron et Marc-Olivier Fogiel? Alors en fait, Michel Marchand, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu la papesse de la presse people sur la place de Paris, si tu veux. C'est celle qui fournit énormément d'images pour Paris Match, etc. Et Michel Marchand est une proche de Nicolas Sarkozy et a mis sa communication au service des Macron en 2017, au moment où on se rappelle un peu les unes de Paris Match de Brigitte Macron, etc., retouchées. Et en fait, si tu veux, les liens et en fait, Fogiel, qui aime un peu ce côté people, un peu du petit Paris, etc., est proche de Michel Marchand. D'ailleurs, Michel Marchand, dans son agence Best Image, emploie l'époux de Marc-Olivier Fogiel. Donc on voit que les liens sont assez étroits. Et en fait, si tu veux, ce qu'on raconte un peu dans l'enquête, c'est que Fogiel, donc on y reviendra peut-être, mais Fogiel met BFM TV au service parfois de ses proches, notamment l'affaire Takiedine. L'affaire Takiedine, c'est une affaire... peut-être qu'on y reviendra, mais voilà, peut-être qu'on y reviendra, je sais pas. Non, on peut parler de l'affaire Takiedine. L'affaire Takiedine, qui a été, en fait, si tu veux, l'un des principaux témoins dans l'affaire des financements libyens de la campagne de Sarkozy en 2007, le principal accusateur de Sarkozy en 2007, se rétracte il me semble, fin 2020 au Liban. Et en fait, la justice est en train d'enquêter dessus, mais il y a une mise en examen. En fait, ce serait une opération de Michel Marchand pour dédouaner son ancien ami Nicolas Sarkozy. Donc, elle aurait convaincu Ziad Takedine de se rétracter dans cette affaire-là. Et donc, en fait, si tu veux, Michel Marchand, Mediapart a pas mal enquêté là-dessus, mais Michel Marchand aurait, si tu veux, monté en épingle ce scoop auprès de Marc-Olivier Fogiel. Marc-Olivier Fogiel l'aurait repris in extenso dans BFM TV. Et en fait, on a les images de Ziad Takedine au Liban en train de se rétracter. On voit la mise en scène est grotesque, mais elle tourne en boucle à BFM TV. Donc en fait, si tu veux, ces liens, si tu veux, entre... c'est un peu un moment d'apothéose de cette connivence-là. Un peu, exactement. Oui, c'est totalement. Bon, voilà. On pense aussi à un banquier d'affaires, Bernard Mourad. Alors, son nom n'est pas connu du grand public. On regarde un petit magnéto. On a su donc que vous étiez l'un des proches, très proches du président de la République. Gérard Collomb disait avant de démissionner que plus personne ou presque ne pouvait lui parler à cause notamment des phénomènes de cour, à cause de la peur du prince. Vous arrivez toujours à lui dire les choses cash? Absolument, parce que je pense que je ne suis pas dans le phénomène de cour. On se connaît depuis 10 ans. Donc à l'époque, si vous voulez, ni lui ni moi n'avions la moindre responsabilité éminente. Nous étions tout simplement des amis, nous le sommes toujours. C'était mon avis avant qu'il accède à ses responsabilités éminentes, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sera mon ami après. Et voilà, c'est juste l'histoire d'une amitié de 10 ans. Vous continuez à l'appeler mon lapin ? Oui, enfin bon, j'ai vu qu'il y avait des gros titres là-dessus. Monsieur le Président de la République. C'est assez anecdotique. Je lui ai demandé au moment où il a été élu si je devais l'appeler Monsieur le Président plutôt que mon lapin. Bon, je suis un peu méditerranéen. J'ai tendance à avoir une communication assez affectueuse et chaleureuse avec mes amis. Il en fait partie. On n'a pas changé la manière de se parler.
Alors, Gauthier, je rappelle qu'on parle de ton enquête sur Off Investigation à propos de BFM TV, de la machinerie BFM TV, et de ses liens avec le pouvoir. C'est qui, ce Bernard Mourad, et quel est le lien entre cet homme qui appelle Emmanuel Macron mon lapin et BFM TV? En fait, Bernard Mourad, c'est, si tu veux, le banquier d'affaires qui, si tu veux, a accompagné Patrick Drahi, propriétaire de BFM TV, durant toute son ascension. Donc c'est lui, en fait, qui l'a conseillé durant toute son ascension. Bernard Mourad, il connaît Emmanuel Macron au hasard d'un entretien d'embauche qu'Emmanuel Macron a passé chez Goldman Sachs avant d'aller à Rothschild. Donc en fait, ils sont proches depuis une dizaine d'années. Emmanuel Macron va rejoindre Rothschild et Bernard Mourad va se mettre au service de Patrick Drahi, mais en 2017, quand Emmanuel Macron devient président, il a un problème, c'est la collecte de fonds. Voilà. Donc Bernard Mourad, qui est banquier d'affaires, lui, il connaît voilà. Donc il va se mettre Bernard Mourad, donc bras droit de Patrick Drahi, propriétaire de BFM, se met au service d'Emmanuel Macron pour sa collecte de fonds en 2017. Il devient conseiller spécial. D'ailleurs, donc voilà, et d'ailleurs son frère, participera également à l'élaboration du programme santé du candidat d'Emmanuel Macron. Donc les Mourad sont proches des Macron. Et donc en fait, si tu veux, Patrick Drahi, ce que je disais, appellera à voter Emmanuel Macron en 2017. Si tu veux, en fait, ces influences, si tu veux, macronistes à BFM TV, on le ressent, si tu veux. Il y a une petite anecdote qu'on nous a rapportée qui était assez, pareil, un peu croustillante. C'est au moment de la mise en examen d'Alexis Kohler, le bras droit d'Emmanuel Macron. Donc début octobre, Alexis Kohler est mis en examen pour prise égale d'intérêt dans l'affaire MSC. Et si tu veux, comme une de nos sources nous dit, donc on est en plein après-midi, il me semble la mise en examen c'est début d'après-midi, et une de nos sources nous dit mais on fait pas de plateau, d'émission spéciale sur la mise en examen d'Alexis Kohler, qui est quand même le bras droit d'Emmanuel Macron, qui est le cerveau de Macron quand même. Et là, on lui répond, si, il y a eu une dépêche AFP sur le web. Donc voilà, donc on parle de ça donc sur le web. Donc il n'y a pas de plateau en direct. Et donc, fin de journée, donc notre source nous dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Alexis Kohler et tout? Et on lui dit, les gens s'en foutent d'Alexis Kohler. Donc voilà, sa hiérarchie lui dit, les gens s'en foutent d'Alexis Kohler. Ça n'intéresse pas Alexis Kohler. Ça n'intéresse pas, les gens ne s'intéressent pas à Alexis Kohler. Quand on voit qu'on a fait avec Off Investigation, on a fait un documentaire sur Alexis Kohler qui a fait des millions de vues, voilà, bon. Et si tu veux, si tu veux, c'est en fait. Donc voilà. Et en fait, il faut attendre le lendemain matin pour qu'il y ait un plateau avec Philippe Corbet notamment, qui est maintenant numéro 2 de la chaîne, sur la mise en examen de Kohler. Mais si tu veux, ils n'ont pas fait un flash. Enfin, ils n'ont pas fait en plateau, si tu veux. Ils n'ont pas fait de priorité à l'info, quoi. Voilà, exactement. Alors, avant de finir, tu as voulu qu'on regarde un petit magnéto de l'audition de Marc-Olivier Fogiel dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères. On se souvient que le journaliste vedette de BFM TV, un des journalistes vedettes de BFM TV, Rachid Mbarki, avait été viré après une enquête journalistique prouvant qu'il avait été mêlé à des opérations de propagande, de manipulation de pays étrangers. Rechercher et recueillir des informations, c'est donc le cœur de notre métier. Il est aussi important de les vérifier, de les recouper. C'est la différence entre le journalisme et la communication. La matière première dont nous traitons, ce sont des faits. Quelle que soit l'interprétation que tentent de leur donner leurs sources, nous devons absolument veiller à ne pas plier à cette influence, ne pas donner des significations à ces faits qu'ils n'ont pas forcément. Alors, Gauthier, qu'est-ce que ce petit module vidéo dit du système Fogiel et peut-être de son hypocrisie? En fait, c'est marrant parce que Fogiel parle de voilà, il faut pas plier aux influences extérieures, il faut pas plier à la communication, etc., etc. Mais en fait, ce qu'on raconte dans l'enquête, c'est qu'il plie souvent à diverses influences et notamment de ses proches. Notamment, on raconte que par exemple, en fait, le service long format de BFM TV ne peut rien faire sur, par exemple, PPDA parce que Claire Chazal, qui fut son épouse, est la marraine des enfants de Marc-Olivier Fogiel. Donc, Claire Chazal qui a eu un enfant avec PPD. Voilà, exactement. Et qui est par ailleurs la marraine des enfants de Marc-Olivier Fogiel. On peut pareil rien faire sur Hanouna en profondeur parce qu'Hanouna est proche de Michel Marchand, donc on en parlait, voilà. Pareil pour Takedine, ça c'est quoi? On a plié à une influence extérieure, à une manipulation d'information. Donc en fait, voilà, ce que dit Fogiel dans cette commission d'enquête, c'est louable, mais sauf que ce n'est pas. C'est à peu près le contraire de ses propres pratiques. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Gauthier. Je voulais, avant qu'on se sépare, que tu évoques un sujet. Tu dis qu'à BFM TV, aucun esprit critique n'est toléré quand il s'agit d'Emmanuel Macron. Comment ça se traduit concrètement?
Bah, si tu veux, en fait, il y a une espèce d'autocensure des journalistes au quotidien. Si tu veux, en fait, il y a une espèce de chape de plomb. Quand, par exemple, on a eu pas mal de témoignages aussi qui nous disaient qu'il y avait une grosse pression sur le service politique de BFM TV. C'est-à-dire qu'en fait, la moindre citation, la moindre sera en fait... c'est-à-dire que ce que je dis, c'est que les conseillers presse de l'Élysée regardent BFM en permanence. Ils regardent notamment les bandeaux qui défilent en bas et appellent dans le quart d'heure le service politique pour dire non, alors non, le ministre n'a pas dit pourrait, a dit devrait, etc. Donc en fait, il y a une vraie chape de plomb politique sur le service politique de BFM TV. Et donc, ce que tu disais, pardon. En fait, comment ça se met ça se traduit concrètement, l'esprit critique qui n'est absolument pas toléré chez BFM quand il s'agit de Macron? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, voilà, il y a cette espèce de chape de plomb un peu politique, macroniste sur le service politique, etc. Et en fait, qui infuse, si tu veux, dans le fonctionnement du travail des journalistes au quotidien, quoi. Tu vois. C'est un tabou, finalement, que tout le monde a intégré. Oui, c'est ça. Et souvent, en fait, il y a pas mal de sources qui nous disent, mais par exemple, qui nous disent, Mediapart a sorti une info là-dessus. Et il n'y a jamais non, on reprend pas Mediapart, quoi, par exemple. Voilà, par exemple, on a eu un témoignage d'une journaliste qui nous disait, on reprend pas Mediapart, quoi, en fait, jamais. Par exemple, sur Alexis Kohler, typique, moi, c'est pas Mediapart qui l'a sorti, mais c'est un coup de canif dans la Macronie, la mise en examen du bras droit du président. Non, on reprend pas, voilà. Donc, si tu veux, c'est un peu ça, quoi. Merci beaucoup, Gauthier. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre Toujours Debout. Vous avez encore pu le voir ce soir. Le média souhaite être le média des luttes en vous proposant aussi bien des images de terrain que des analyses et des invités de qualité. Pour continuer, nous avons besoin de votre force, c'est-à-dire de vos dons. C'est pour cette raison que nous avons lancé cette campagne de milieu d'année pour nous tenir prêts pour le virage de la saison 7 du média. Nous vous rappellerons que pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu, ce sont des dons défiscalisés à hauteur de 66%. C'est-à-dire que si vous nous donnez 100 €, 66 € vous seront reversés par les services des impôts. Depuis le lancement de la campagne début juin, nous avons mobilisé grâce à vous 50 000 €. Merci beaucoup. Si vous le pouvez, bien entendu, donnez-nous pour sauvegarder votre chaîne d'infos et de combat, le média des luttes, de celles et ceux qui luttent. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. On compte sur vous.